Bon, pour moi, le problème, c'est plutôt, en tant que Français, c'est plutôt les médias et les politiques, cette incapacité à pouvoir parler du problème ou débattre du problème sans que il y ait la notion d'antisémitisme qui sorte. Euh, Bon, alors évidemment, ils amalgament de plus en plus anti-sionisme et antisémitisme. D'ailleurs, ils voulaient pondre une loi pour justement que les deux soient condamnés au même rang, en gros, au même niveau. Et en cherchant des trucs enfin des informations quoi, sur le conflit, sur Israël, enfin sur tout ça, je suis tombé à l'époque, et là je l'ai pu trouver, mais j'ai vu qu'il y avait un parti ou des partis anti-sionistes qui existaient en Israël. Et avec tout le débat Dieudonné, machin et tout, liberté d'expression, antisémitisme, tout ça, je me suis dit, putain, les gars, ils pourraient quand même prévenir que, que même en Israël, il y a des partis antisionistes. Donc on pourrait peut-être dire librement en France qu'on est antisioniste, ou contre le sionisme tout simplement, sans parler de anti-sionisme, ou pas d'accord tout simplement, mais voilà, la liberté de le dire, quoi. Sans devoir s'inquiéter des retours. Du coup, j'ai découvert ça, je me suis dit, tiens, plutôt étrange. Et après, je suis tombé sur, des vidéos de juifs orthodoxes, carrément. Donc on a bêtement l'image du juif orthodoxe sympa en mode Rabbi Jacob, là, c'est sympa, mais ils sont joyeux, tout ça, mais des fois ils sont carrément moins joyeux, quoi, et ils sont carrément vénères, hein, du coup, bon, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait une grosse communauté juive euh, qui, euh, qui existait et qui était contre Israël et tout ça. Donc à un moment, si on peut en parler librement, enfin si il y a une telle communauté qui existe de par le monde et en Israël, pourquoi en France on la voit pas? Pourquoi en France dans les médias on n'a jamais des représentants des mouvements orthodoxes antisionistes? Pourquoi c'est jamais abordé? Donc là, on se rend compte qu'en fait dans les médias il y a vraiment un gros problème de représentativité et de neutralité sur le sujet. Donc voilà, hein, les gars, c'est plié. Et c'est là qu'on voit aussi qu'il peut y avoir réellement une alliance et un respect mutuel entre les communautés, et ça rappelle qu'on peut tous vivre ensemble, etc. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on nous rappelle jamais, ou on nous montre jamais dans les médias cet aspect fraternité qui peut exister entre les deux. C'est assez fou quand même. Enfin, c'est assez fou, c'est assez révélateur surtout. C'est assez révélateur de la une sorte de propagande qui est faite et du coup, voilà quoi. Du coup, c'est plié pour les médias encore une fois. Votre problème aussi, j'ai été choqué quand j'ai vu il y avait la LDJ qui qui s'entraîne dans des locaux représentant l'État, et appartenant à l'État. Un bâtiment officiel protégé par la police française. Donc c'est un problème. Je suis pas sûr. Et d'ailleurs, la LDJ, je suis pas sûr que s'il y avait une ligue de défense arabe en France, ça se passe pareil. J'imagine pas qu'il y ait des ligues de défense de toutes les communautés et qui s'organisent tranquilles à faire leur petite session ratonnade ou baston là ou entraînement. Enfin, désolé, mais je vois pas ce que ça fout dans le décor en fait français. Donc bon, je suis peut-être un peu français, désolé, hein, mais je vois pas trop, ça amène les conflits extérieurs en France directement, et je pense pas qu'il y ait autant d'agressions que ça de juifs au quotidien. Donc à tel point qu'il faille carrément faire une ligue de défense physiquement,
enfin physiquement représentés dans la rue, voilà, dans les espaces publics, je sais pas. Je sais pas, moi ça me dit rien, ça me dit rien qui vaille surtout, et c'est une mauvaise idée. Donc bon, on va pas parler de la légitimité de ce truc-là, mais bon, moi c'est limite quoi. Perso. Je voulais apporter mon témoignage en fait concernant ce qui s'est passé à la manifestation du 13 juillet. Une manifestation qui a commencé à Barbès et qui s'est terminée à la Bastille. J'apporte mon témoignage parce que je vis en fait le traitement médiatique comme une véritable injustice. On essaie de faire passer les manifestants pour des gens violents qui ont attaqué des synagogues, qui ont attaqué des juifs. Donc on essaie clairement de nous faire passer ou de faire passer les gens qui sont venus à la manifestation comme étant des gens antisémites. Sauf que la vérité est tout autre. La vérité a commencé, je vais relater les faits, ça a commencé mercredi dernier lors d'un premier rassemblement à Saint-Michel. On a été surpris en fait par un rassemblement de groupements de jeunes. Il s'est avéré que c'était donc la Ligue de défense juive qui ont attaqué le rassemblement. Donc il y a eu une agression, il y a eu plusieurs personnes qui ont reçu des coups. Les CRS ou la gendarmerie mobile qui était présente a séparé par la suite, mais n'a aucunement essayé à aucun moment d'arrêter les agresseurs, d'arrêter les coupables. Ils ont tout simplement fait un cordon pour séparer les deux parties et ça s'est arrêté là. À partir de là, le lendemain, il y a eu un message de la part de la LDJ sur leur page Facebook officielle. Ils disaient comme quoi ils étaient venus, qu'ils ont bastonné, qu'ils avaient ce qu'ils avaient à faire et que désormais à chaque manifestation pro-palestinienne, ils viendraient en marge de la manifestation ou en fin de cortège pour, là je reprends leurs mots, pour raccompagner à leur façon les manifestants pro-palestiniens. Donc ils disaient clairement, c'était des menaces claires, ils disaient clairement qu'ils allaient venir agresser les pro-palestiniens en fin de cortège, en fin de manifestation. À partir de là, il restait quelques jours avant la grande manifestation de dimanche. Et là, tous les jours, il y a eu donc sur les réseaux sociaux, des messages, des tweets, des statuts sur Facebook, etc. où les membres de la LDJ ont multiplié les provocations, invitant les gens à venir les rejoindre. Donc en fait, ils ont lancé un grand appel entre eux pour venir se regrouper le jour de notre manifestation à 5 minutes à pied, mais vraiment à 5 minutes à pied de l'endroit où devait se terminer la manifestation, c'est se dire la provocation que c'est, et qui cherchait vraiment l'altercation. Donc ils se sont donné comme point de rendez-vous la synagogue la plus proche de notre manifestation, du point de chute de notre manifestation. Et ils ont multiplié, tous les jours, ils ont multiplié les provocations, appelant les propalos à venir les rejoindre s'ils voulaient en découdre. On a essayé de contenir, donc on a essayé de gérer au mieux pour que toute la manifestation, tout le cortège se passe bien. Le problème est lorsqu'on est arrivé à Bastille, la rue de la Roquette où se trouvait la LDJ donnait directement sur la place de la Bastille. Mais à un moment donné, il y a un groupe qui est arrivé, qui a brandi un drapeau à l'angle de la rue de la Roquette et de la place de la Bastille. Ils ont brandi un drapeau israélien et très vite, au bout de quelques minutes, des projectiles ont commencé à être lancés, des bouteilles, des bâtons, des chaises qui commençaient à voler en direction des manifestants. À partir de là, tous les jeunes qui étaient présents, déjà surexcités, ont commencé à vouloir en découdre avec eux, donc ont commencé à attaquer.
Et à ce moment-là, moi je faisais partie du service d'ordre. On a appris que de l'autre côté, donc dans la rue de la Roquette, il y avait déjà des personnes qui étaient dans cette rue, des pro-palestiniens, des familles, des pères de famille, des mères de famille, des enfants, qui rentraient chez eux. Pourquoi? Parce que la station de métro Bastille était fermée. Donc on a voulu aller les aider ou aller les récupérer pour leur faire prendre une autre station de métro. À ce moment-là, on a trouvé des personnes qui s'étaient fait agresser. 3 personnes étaient ensanglantées, s'étaient déjà fait agresser par la LDJ qui était venue provoquer. Donc on les a évacués, on a invité tout le monde à quitter la rue de la Roquette. Après, je ne sais pas je ne suis pas arrivé jusqu'à l'endroit de la synagogue, donc je ne sais pas ce qui s'est passé exactement là-bas, mais en tout cas tout ce qui s'est passé, toute l'altercation qu'il y a eu ce jour-là était due aux provocations de la LDJ qui, je le rappelle, a agressé des gens mercredi et a agressé des gens en marge de la manifestation dimanche, en fin de manifestation aux abords de la place de la Bastille. Donc pour faire simple, en fait, cette manifestation, on l'a prévue en urgence, avec l'urgence de la situation en Palestine actuellement, du massacre qui se fait à Gaza. Mais, mashallah, subhanallah, franchement, alhamdoulilah, on a réussi à rassembler énormément de monde, beaucoup plus que ce qu'on aurait espéré. On s'attendait vraiment, 3, 4, voire 5 000 personnes. On parle maintenant de 20 à 30 000 personnes qui sont venues à la manifestation. Donc, alhamdoulilah, ça s'est plutôt bien passé. Les gros cortèges, il y avait beaucoup de gens, les gens étaient vraiment remontés contre ce qui se passe. Et nous, notre message, on a pu plus ou moins le faire passer à travers nos slogans. Le message, il était simple pour la manif, c'était déjà dénoncer la situation actuelle, qui est une situation d'urgence. Également rappeler qu'en Palestine, ce n'est pas juste aujourd'hui qu'il se passe quelque chose, mais c'était toute cette période-là, il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de problèmes, et que c'est juste un nouveau cap de la violence qui a été franchi. Dénoncer le silence de la communauté internationale et la complicité de la France avec ce qui se passe notamment de certains pays, parce qu'il y a une réelle collaboration qui se met en place. Mais aussi, dans le discours, on ne voulait pas juste donner un discours d'apitoiement sur le sort du peuple palestinien. On était là aussi pour rappeler qu'il y a la résistance palestinienne et qu'il faut la soutenir, au moins dans le discours, qu'il faut la soutenir et faire des actions concrètes sur le terrain comme manifester et boycotter. Donc on était là aussi pour apporter, en tout cas, montrer notre soutien total et inconditionnel à la résistance palestinienne sous toutes ses formes, quelles qu'elles soient. Si vous voulez, la LDJ avait dit qu'il viendrait à chaque manifestation pro-palestinienne pour raccompagner, entre guillemets, les pro-palestiniens chez eux et disperser les manifestations, c'est-à-dire en gros frapper des gens, principalement des femmes isolées, des gens isolés, souvent à plusieurs, et armés, c'est-à-dire que on sait de notre service d'ordre et on a des vidéos comme quoi les gens de la LDJ sont venus armés. Personne chez nous n'est venu armé. Notre service d'ordre n'était pas armé, il a dû gérer une situation très compliquée où il avait face à lui des gens qui étaient là vraiment pour faire du mal. Et il faut se rappeler aussi, on parle de cet incident aujourd'hui parce qu'il y a une synagogue qui est en jeu. Il faut savoir une chose, de un, la synagogue à aucun moment n'a été visée dans les incidents qu'il y a pu y avoir. Les manifestants qui étaient un peu remontés ne faisaient que répondre aux agressions de la LDJ parce que la LDJ a agressé des gens à cette manifestation-là, notamment des familles isolées qui quittaient la manifestation parce que la station Bastille avait été fermée. Ils avaient des drapeaux d'Israël, ils criaient LDJ, Palestine, bon bref, voilà, ils insultaient. Personnellement, je suis français, j'ai rien à voir dans ce conflit-là, mais je suis humain, donc j'étais là vraiment pour montrer mon soutien envers la Palestine, envers les peuples opprimés. Maintenant, de voir que ça s'est passé comme ça, de voir surtout qu'ils étaient soutenus par la police, tout ça, et que derrière ils avaient prévenu qu'ils allaient faire des choses comme ça, je comprends pas, c'est pas normal. De toute façon, ça s'attaque à des gens comme ça, hein, des femmes isolées, des pères de famille avec leurs enfants dans les bras. Et, voilà. Ils déchiraient les voiles des femmes, c'est incroyable. Je serais cru à la télé, dans des mauvais films. On a vraiment pas compris quoi. Un plus fou, je suis tombé sur cette histoire d'apartheid sur l'État d'Israël. Alors, j'ai un peu bloqué, j'ai eu du mal à y croire. C'est bon, il y a assez de blanc. J'ai cherché un peu. Bon, apparemment, c'est vrai qu'il y a une sorte de nationalisme très très marqué. Donc, pareil, hein, je pensais pas qu'il y avait un esprit national comme ça.
Bon, ça serait la même en France, on serait un pays d'extrême droite. Hein. C'est pour ça que... c'est pour ça que bon... Je comprends mal l'État français qui apporte son soutien constant à Israël et aux Palestiniens de très très loin, quoi. De la bande de Gaza, enfermés, qui vivent une situation infernale. Quand même. Since 2006, about 60,000 Africans have arrived in Israel on harrowing treks through the Sinai Desert, fleeing poverty, persecution, ethnic cleansing, and genocide. As refugee camps across Africa fill up and Europe closes its gates to asylum seekers, Israel became the next best option, accessible by land and said to be a developed democracy. But instead of providing them with safe haven, Israel is both refusing to grant them any benefits and denying them the ability to work legally to support themselves. Faced with poverty and exploitation, a new nightmare unfolded. עדיין לא מאוחר, אפשר מחר לעשות מעשה, להתחיל לאסוף את המסתננים, לא צריך לחכות לבג"ץ, לא צריך שום דבר. אני רואה חרא מחוץ לבית שלי, יריקות, פסיכופטים, אנשים שרק מחפשים איך לרצוח אותי בעיניים שלהם, אבל אף אחד לא מאמין לנו. אנחנו גזענים כדי לרצות לשמור על החיים שלנו ועל השפיות שלנו. אז אני גאה בלהיות גזענית. אני גאה בלהיות גזענית. אם אני גזענית בשביל לשמור על החיים שלי, אז אני גאה. While protests raged in the streets against the presence of asylum seekers from Africa, the man who held the power to determine their fate, Deputy Prime Minister Eli Yishai, demanded their expulsion. אם ייתנו לי את כל הכלים, ואני פועל להשיג את כל הכלים, וזה לא קל. אם ייתנו לי את כל הכלים בלי יוצא מן הכלל, תוך פחות משנה לא יישאר בארץ ישראל אפילו מסתנן אחד. And the few isolated Israelis who dared to protest, like this woman, were met with a harsh backlash. At the anti-African rallies we documented, one figure was ubiquitous, a member of Knesset named Michael Ben-Ari. In August 2010, we interviewed him at his Knesset office. יש להם שם בית. מה זה גירוש? איזה גירוש? הם שווים הביתה. כל מדינה בעולם מתוקנת הייתה עושה את זה. נהפוך להיות מדינת הגירה, אבל יש כאלה שעוינים את המדינה. ולכן הם רוצים להפוך אותה למדינת אזרחי כל העולם. נביא לפה 1 מיליון אפריקאים, 500,000 פיליפינים, 2-3 מיליון סינים, ושלום על ישראל. למה זה מאיים שיהיו פה 1 מיליון אפריקאים? זה מאיים כי לא תהיה פה מדינה יהודית. המדינה שלנו, תקשיב, המדינה שלנו שונה ממדינות אחרות. המדינה שלנו היא מדינה יהודית ודמוקרטית. זה איזון מאוד מאוד לא פשוט, זה יכול להיות תרתי דסתרי במקומות מסוימים. זאת אומרת, דברים סותרים זה את זה במקומות מסוימים. במידה ותביא לפה 1 מיליון אפריקאים, היא תחדל מלהיות יהודית. אנחנו נלחמים, לדוגמה, בתופעה של התבוללות. בעולם ישנה התבוללות של 70-80% במקומות מסוימים בעולם. זאת אומרת, עם ישראל הולך לאיבוד. לי עם ישראל יקר. Ben-Ari is known for leading nationalist marches through Arab neighborhoods inside Israel, where he antagonizes, intimidates, and menaces Arab citizens. On the holiday of Chanukah, Ben-Ari led a rally at Levinsky Park, a public space in South Tel Aviv that has become home to many Africans who were denied work permits and the ability to afford housing. אנחנו נגיד פה לכל הצבועים האלה,
לכל הצבועים, אתם רוצים לעזור לאפריקאים, תצאו לאפריקה. אתם רוצים לתת להם אוכל, לכו תצאו להם שם. זאת המדינה היהודית היחידה שיש לנו. Earlier in the year, at an anti-African rally in Tel Aviv that was attended by thousands, Ben Ali was joined by lawmakers from the governing Likud party and other mainstream politicians. אריתריאה וסודאן זה לא כאן. כאן זה הבית שלנו, כאן זו המדינה שלנו. אבל הדבר החשוב ביותר זה לגרש את המסתננים לארץ ישראל ולשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית. חברים, אני היום במליאה אמרתי, הסודנים הם סרטן בגוף שלנו. Minutes after the rally, 1,000 Israelis rioted, attacking African homes and businesses and assaulting any African they found in the street. Here is footage shot by one of the participants in the riot, a supporter of Mikhail Ben Ali. Days later, Yulia Shmuelov-Belkovich, at the time a legislator from the centrist opposition party, Kadima, called for Israelis who advocate for the Africans to be locked in prison camps alongside the asylum seekers. אני מסכם את הדיון. דרך אגב, מעבירה אותם גם לאותו מקום שאנחנו בונים עכשיו את המחנות, שיעבדו שם. According to the Israeli Coalition Against Racism, incidents of racist incitement by Israeli public figures doubled in 2012. In many cases, the targets of their hateful invective were not Palestinians, but African migrants. Chief among those targeting the presence of Africans in Israel is a corps of hundreds of state-appointed rabbis, including some of the premier religious authorities in Israel, who issued a letter forbidding Jews from renting apartments to the African asylum seekers and any other non-Jews. Here is a rabbi that we filmed, one of many who labored to promote the religious edict. זה מהלך שניסינו פה להוביל בעיר, לא להזכיר להם בתים, לחץ כזה ואחר שדיברנו עם מהקהילה שלנו והסתובבנו, לנסות להקשות עליהם. Though painted as an existential threat, the fact remains that Africans in Israel pose no known security threat to the country. None of them have engaged in acts of terrorism against Israel, and very few, if any, hold anti-Israel opinions. Most are eager to contribute to the prosperity and well-being of the country. So why are they being demonized, and why is the government so determined to deport them? Prime Minister Benjamin Netanyahu previously warned that if the level of Arab citizens of Israel exceeds 30% of the general population, Israel could become a binational state and would lose its Jewish character. With tens of thousands of non-Jewish African migrants living in Israel by 2010, Prime Minister Netanyahu warned that their presence increases the looming threat to the Jewish character of the state. אנחנו הצלחנו לבלום את הכניסה של המסתננים מאפריקה לישראל אחרי שהיינו באיום של כניסה של מאות אלפים. החודש לא נכנס מסתנן אחד לערי ישראל, זה כבר כמה חודשים שאנחנו משיגים את התוצאה הזאת. בחודש הקרוב אנחנו נשלים את בניית הגדר לאורך גבול סיני, ועכשיו אנחנו עוברים לשלב השני, וזה השלב של החזרת המסתננים שכבר נמצאים כאן. Already, the Israeli Knesset has amended the Anti-Infiltration Act it passed in 1954 to prevent Palestinian refugees from returning to their property. Under the new version of the law, non-Jewish migrants can be arrested on site and held in prison without trial for 3 years or more before being deported. To hold the migrants and asylum seekers before deporting them, Israel's government has built what it calls an accommodation center in the Negev desert. Blueprints of the center reveal that it will be in fact the largest prison of its kind in any industrialized nation. Currently, about 2,000 Africans languish in the detention center in what human rights groups describe as substandard conditions. This footage we shot outside the prison shows how vast it is. A comprehensive look at the interior of the prison camp has never been presented to the general public. Until the Israeli government is able to resolve the crisis, the chaos in the streets continues.
This past New Year's Eve, we followed a mob of ultra-nationalists as they marched through South Tel Aviv, demanding the expulsion of non-Jewish Africans. After the march, the ultra-nationalists gathered at the headquarters of Michael Ben-Ari's Strong Israel Party, and that's when we were recognized as left-wing journalists. Tell me something I just go up. I don't know my thing, but you know, I can put them in my new phone. Like, well, let's take a better reason. Are you in television? Yeah, I'm in... למה הוא עומד פה כמו פוסטמה? אני חושב שעכשיו את האמת כבר נגמר לה. למה אתה עומד פה כמו פוסטמה? עם פרצוף של דביל? נראה לי ממש. Il y a aussi cette histoire de ce qui est... Alors ça m'a beaucoup choqué aussi, ça. J'étais tombé il y a 4-5 ans, 6 ans peut-être, je sais pas, sur un petit truc sur internet, une petite image. Et c'était un petit article, c'était un article qui disait que en gros, quand on donnait à l'armée d'Israël, on pouvait se faire exonérer de 66, je crois, 66% de nos impôts. Alors j'ai halluciné parce que, bon, je sais pas s'ils font ça avec tous les pays, mais avec toutes les armées, mais ça m'a l'air... Enfin, je sais pas, c'est encore une fois, c'est étonnant, parce que... Je vois pas l'intérêt en tant que Français, enfin pour l'État français, de proposer ce genre de choses pour une armée en particulier, ou pour un État en particulier. C'est où tu le fais pour tout le monde, ou tu le fais pas du tout. Donc, ou sinon avec des accords et quelque chose qui est vraiment déclaré. Et là, c'est plutôt une info qui est carrément foutu sous le tapis bien comme il faut, personne n'en parle, personne n'est au courant parce que personne, moi avant de le voir sur internet, personne n'en avait parlé, j'en ai jamais entendu parler. C'est vraiment un truc, ça n'existe pas, donc voilà, et j'ai revu cette info ressortir des années après. Ça titrait « Une sénatrice menacée de mort pour avoir parlé des dons à l'armée israélienne ». Donc c'était pas du coup un fake ce que j'avais vu à l'époque, c'était pas le fruit de mon imagination non plus. C'est une info qui est réelle, et encore une fois, en tant que citoyen français, je vois pas en quoi l'État français va proposer ce genre de choses. Alors je vous ai mis encore 2-3 trucs concernant Israël. C'est pas forcément du glorieux. J'ai halluciné aussi sur cette info là des mecs qui vont faire des barbecues en dessous des cellules des prisonniers palestiniens. Putain, non mais les gars. Bon, ok, il fait beau, il fait chaud, on sort les grillades, mais merde, encore une fois, un peu de respect, quoi, je sais pas. Ça se fait pas du tout, enfin bref, c'est abusé, quoi. Vous pourriez éviter ce genre de choses. Alors, déjà, vous faites des flingues pour gosses, vous pouviez éviter de faire des barbecues en dessous des cellules des prisonniers pour les faire bien rager. Enfin, c'est vraiment de l'acharnement, quoi. La compagnie et les compagnies aériennes nous ont donné un document émanant
du ministère de l'Intérieur israélien, nous interdisons de prendre l'avion, et les compagnies aériennes exécutent un ordre venant du ministère de l'Intérieur d'Israël, alors qu'on est sur le territoire français. On est à Paris, on a des passeports français, des documents de vol, de voyage en règle, des passeports en règle, et on nous empêche de voyager, on fait entrave à notre liberté de circulation parce que le gouvernement israélien a décidé d'étendre l'embargo, le blocus qu'il impose déjà à Gaza, il l'étend maintenant à toute la Cisjordanie, et cet embargo s'étend à toute l'Europe. Je suis à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, au terminal 2D. Je suis arrivée ce matin pour prendre un avion de la compagnie Malef. Et au moment de la présentation du passeport, on m'a tout de suite dit que je ne pouvais pas embarquer. On m'a d'abord pas stipulé la motivation de ce refus. Et en insistant, on nous a finalement dit qu'on ne savait pas d'où les ordres venaient, mais qu'on faisait partie, moi et d'autres personnes qui ont été refusées tout de suite après moi, d'une liste de 345 noms. Écoutez, nous étions plus d'une trentaine de personnes où nous étions invités par des pacifistes palestiniens à nous rendre en Palestine, et nous sommes surpris de voir que la compagnie Malef ne veut pas de nous. Eh bien, ils nous ont dit tout simplement qu'ils avaient reçu des ordres de la hiérarchie, qu'on leur avait fait du chantage et des menaces en leur disant que si nous montions à bord, eh bien, l'avion n'atterrirait pas en Israël et nous serions réexpulsés. Et aujourd'hui, on nous traite comme des malfrats, on dit dégage, vous n'avez rien à voir, vous êtes sur les listes noires. Un vaste réseau de corruption aux ramifications internationales a été démantelé hier dans le New Jersey. Une quarantaine d'élus locaux et 5 rabbins ont été arrêtés. Ils sont accusés de corruption et de trafic d'organes. L'enquête a duré 10 ans. Jérémy Trottin. Une trentaine de maires et d'élus du New Jersey arrêtés. 15 membres présumés d'un réseau international de trafic d'organes, dont 5 rabbins écroués. Ceci n'est pas l'épilogue d'une série policière américaine à grand succès, mais bel et bien l'un des plus vastes coups de filet jamais lancés par la police de l'État du New Jersey. Plus de 300 agents du FBI et des services secrets étaient mobilisés à travers l'État du New Jersey pour cette opération. 10 ans d'enquête pour démanteler un réseau aux ramifications allant jusqu'en Suisse et en Israël. Corruption, extorsion de fonds et trafic d'organes, le tout dissimulé par des religieux peu scrupuleux. Nous avons arrêté le rabbin Rosenbaum qui était lié au réseau de blanchiment d'argent. Il profitait de la vulnérabilité de certaines personnes pour leur acheter leurs reins $10 000. Il le revendait ensuite aux alentours de $160 000. Les suspects encourent entre 5 et 20 ans de prison. À quelques mois de l'élection des gouverneurs, les autorités du New Jersey assurent que ces arrestations ne sont pas politiques. Dans cet État, connu pour les relations malsaines entre le milieu politique et le crime organisé, la lutte anticorruption est l'un des thèmes de campagne les plus populaires. Donc je voulais faire un petit direct là pour exprimer mon coup de gueule. Donc j'étais en congé hier et donc j'ai pas trop suivi les informations, j'ai pris un petit jour off. Là je viens d'apprendre en fait que ils ont retrouvé des tablettes de chocolat dans le village de Burin et Madama, juste à côté de nous. Donc la semaine dernière en fait
La semaine dernière, on passait en taxi quand on a vu des avions. On se demandait ce qu'ils foutaient là, les avions, parce que forcément, il n'y a pas d'aéroport. L'aéroport, il est à Tel Aviv. Donc, on voyait des avions rôder, 2 avions rôder comme ça, et ils volaient bas. On se demandait ce que ça faisait là. Bon, en général, ils aiment bien empoisonner les terres des Palestiniens. Donc, les cultures, les champs, ce genre de choses. On s'est dit qu'ils devaient certainement jeter des pesticides, ou alors que peut-être ils cherchaient le prisonnier qui s'était évadé dernièrement parce qu'il est de la région de Naplouse. Et là, je me connecte et j'apprends tout bonnement qu'en fait, ils ont trouvé des tablettes de chocolat empoisonnées, donc toxiques, dans le village de Madama et Burin. Ça m'a bouffé la gueule. Je suis énervée là, mais à un point pas possible. Forcément, les gamins, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, en sachant qu'il n'y a pas de tablettes de chocolat qui sont vendues dans les territoires occupés, sauf quand ça vient d'Israël. Donc en fait, les tablettes de chocolat, je m'exprime un peu mal, je suis énervée. Les tablettes de chocolat qui sont vendues dans les commerces palestiniens, ça vient des territoires de 48, ça vient d'Israël. Les Palestiniens, ils sont restreints dans leurs produits, comme la mayonnaise. C'est pas fait en Palestine, c'était dans les territoires de 48, ça vient des territoires de 48, pardon. Donc voilà, ils ont retrouvé ça il y a 2 jours dans les champs, dans les champs, dans le village de Burin et de Madama, je me répète. Moi aujourd'hui, je vous demande ok, c'est bien de s'informer, mais il faut partager, parce que les gens, ils doivent savoir dans le monde. Il faut absolument partager ça. Les gens, ils doivent savoir que Israël assassine les enfants, parce que c'est les enfants, les adultes, eux, ils savent très bien que c'est pas vendu dans les territoires occupés. Donc, ils vont pas aller l'ouvrir, ils vont se méfier, ils sont très méfiants, les adultes. Mais les gamins, un gamin de 3-4 ans, il va l'ouvrir, la tablette de chocolat, il va la bouffer. Et juste, tu la touches, c'est toxique, ils peuvent être empoisonnés. Donc là, ils ont appelé par les haut-parleurs de la mosquée des 2 villages à surtout pas toucher à ces tablettes, et que s'il y avait des gamins ou des gens qui en trouvaient, il fallait contacter au plus rapidement possible la police palestinienne. Mais partager, il faut partager en masse. Il faut que les gens, faut que le monde sache, même si c'est nos grands-pères et nos grands-mères, qu'Israël empoisonne les gamins. C'est bien de regarder l'info, mais il faut partager. Parce que moi, ça me fatigue. Des fois, je partage des infos, ok, c'est vu, mais c'est pas partagé, et c'est dommage, je comprends pas pourquoi. Même si les gens, ils s'en foutent, faut qu'ils le sachent. C'est important. Donc, il faut savoir aussi qu'ils empoisonnent le bétail, les animaux. Ils empoisonnent les animaux quand ils leur coupent pas la tête. À savoir que le mouton le plus léger ici, il fait 450 €. Donc, voilà. Ils empoisonnent l'eau des puits. Donc, ça encore, les Palestiniens, ils vont aller prendre leur eau des puits, ils vont la boire, voilà, ils vont finir avec des maladies pas possibles, avec des cancers, ils vont finir empoisonnés. Voilà, ils empoisonnent tout, ils innovent dans leur barbarie. Il y a eu quoi encore? Ça me dépasse. Il y en a tellement que ça me dépasse. Je vais le lâcher. Je suis censée pas en parler parce qu'on veut faire une étude, mais ils castrent les gamins au rayon X en garde à vue. Donc ils les foutent sur des chaises basses qui sont boulonnées sur des plaques en métal, sur des plaques métalliques au sol. Et donc on s'est aperçu qu'ils tuaient la teigne dans le temps des Allemands. Ils tuaient la teigne donc par ces méthodes-là. Et la plaque au sol, la plaque métallique, elle était faite donc pour éviter que les rayons X, ils leur bouffent les testicules. Sauf qu'ils se sont aperçus qu'à forte dose, ça entraînait une castration aux rayons X. Donc là, quand les gens me disent « Mais pourquoi ils mettent les enfants en garde à vue? Pourquoi les enfants? Et pourquoi des fois ils les gardent que 3-4 jours ?» Ben voilà, vous avez la réponse. Ils vous les castrent et ils vous les relâchent. Donc Israël, elle tient à buter toute la future génération. Et voilà. Donc je tenais à faire un petit direct pour pousser mon coup de gueule. Je suis super vénère. De bon matin. J'espère que vous partagerez cette info en masse parce que c'est très très grave ce qui vient d'arriver. Et même si c'est la routine pour certains de voir la cruauté d'Israël quotidiennement, les meurtres et compagnie,
Faut pas laisser passer ça. Faut le partager en masse. J'allais dire, faut faire du buzz. Mais c'est scandaleux, mais il faut faire du buzz. Parce que, en fait, les gens, faut qu'ils sachent. Faut qu'ils sachent. Les gens normaux qui sont, je sais pas moi, qui lisent des informations comme ça, ils peuvent pas rester insensibles, c'est pas possible. Donc, ah oui, voilà ce que je voulais dire. Hein. Il y a 2 ans, en 2014, au printemps, il y avait on pouvait trouver dans les mêmes villages, hein, Madama, Burine, des jolies petites boîtes, super décorées, donc qui donnent trop envie de les ouvrir, quoi. Et à l'intérieur, c'est des explosifs. Donc quand tu les ouvres, ça explose. Il y a un mec, Mohamed, il s'est retrouvé amputé de ses 2 mains et de la moitié d'une jambe. Donc voilà, voilà. Israël innove, Israël innove, et Israël innove. Voilà, je vais conclure mon direct. Je vais lire vos commentaires par la suite. Partagez, franchement, partagez, parlez-en. Si vous êtes professeur, si vous travaillez dans des grandes entreprises, parlez-en. Il faut en parler, franchement, il faut en parler. Si vous faites, je sais pas, si vous allez à l'université, à la fac, faites des choses, faites des meetings, parlez-en. Vous avez rien à perdre, hein, on va pas venir vous incarcérer parce que vous en parlez. Et elle est là, la liberté d'expression, il faut le dire. Donc voilà, si vous êtes journaliste indépendant, faites des articles, faites des vidéos sur YouTube, j'en sais rien, faites quelque chose, mais moi j'appelle à la solidarité là, parce que franchement, les Palestiniens, ils en ont besoin. Et c'est atroce. C'est atroce, parce que les tablettes de chocolat, là, bah, y a des gamins qui ont dû les toucher. Ou même les gens qui les ont découverts sur le moment, bah, ils ont dû les toucher. J'espère qu'il n'y a personne qui en a mangé, ça on le saura prochainement. Mais bon. Donc voilà. Je tenais à faire un direct parce que peut-être que ça atteindra un petit peu plus de monde et que vous partagerez. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et nous ici, bah, la routine, la merde quoi. Allez, ciao ciao. Here at the Stone Altar Dedication altar, as you're looking at it right now, which is going to... שזכה בו לכבש, ומניח אותו מחצי כבש ולמטה במערבו. קרבת התמיד הייתה ברכת הכהנים, ולאחר מכן ניסוך היין ושירת הלוויים. אם יש פה לוויים שרוצים להשתתף בשירת הלוויים, שיגשו ליד המוזיקה, שם זה מקום ללוויים. מנסח את היין. בשעת הניסוך הממונה עומד על קרן המזבח עם סודרים, פף בהם כדי להודיע ללוויים להתחיל לשיר. תכף נראה את הממונה. Les lettres sont signées du Comité de sauvegarde de la Révolution, un groupe islamiste inconnu. Là encore, comme après le sabotage de la Seine-sur-Mer, il s'agit de brouiller les pistes en faisant croire cette fois à une action islamiste. À 2 h du matin, j'ai été réveillé par
une personne qui, s'exprimant avec un évident accent arabe, a répété en gros les menaces qui étaient dans les courriers que j'avais reçus. Et nous avons su qu'effectivement, à partir de là, les lettres étaient rédigées à l'ambassade d'Israël. Vous saviez que le piratage venait de l'ambassade d'Israël, où le Mossad est également installé. « 6 septembre 1975, Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Saddam Hussein visite les installations du commissariat à l'énergie atomique. À ses côtés, le Premier ministre, Jacques Chirac. Le leader irakien rêve d'un réacteur nucléaire qui pourrait faire de lui le nouvel homme fort du monde arabe. La France, qui a besoin de pétrole, lui donne satisfaction. De retour à Paris, le chef du gouvernement annonce officiellement que la coopération nucléaire entre la France et l'Irak est lancée. Le sujet est sensible et la confidentialité de mise. Voici ce que la France vante à l'Irak pour 1,2 milliard de francs. Osirak est la copie conforme du réacteur nucléaire français Osiris. Sur le papier, c'est un réacteur de recherche qui ne peut pas être utilisé pour fabriquer une bombe atomique. Reçu à l'Élysée, Saddam Hussein assure au président français qu'il n'a pas l'intention de détourner ce matériel à des fins militaires. Mais le jour même de sa rencontre avec Valéry Giscard d'Estaing, le leader irakien dévoile son véritable objectif dans un entretien à ce journal libanais. L'accord avec la France est le premier pas vers la fabrication de l'arme atomique arabe. À 3500 km de Paris, Menahem Begin, le premier ministre israélien, sonne l'alarme. Leader de la droite dure, il est déterminé à défendre coûte que coûte la sécurité de l'État juif, entouré de pays arabes hostiles. Arié Nahor, ici à gauche, était à l'époque son plus proche conseiller. Il se souvient de l'inquiétude de Menahem Begin au sujet d'Osirak. Begin nous a dit: hier, quand je suis rentré chez moi, j'ai vu des enfants jouer dans le jardin. Et je me suis dit à moi-même, nous ne devrons jamais permettre à ce salaud d'infliger à ces enfants qui vivent ici ce que d'autres enfants juifs, d'autres petits Shlomo et Sarah ont vécu là-bas. Il voulait dire en Europe, pendant l'Holocauste. C'est ainsi qu'il a élaboré sa doctrine nucléaire. Selon cette doctrine, l'État hébreu ne laissera jamais aucun pays ennemi, ceux qui ont juré de détruire Israël, produire ou utiliser des installations nucléaires. À l'ambassade d'Israël à Paris, les diplomates s'activent. Ils s'efforcent de convaincre les Français de renoncer au projet Osirak, qu'ils ont rebaptisé Chirac. Mais ces efforts diplomatiques n'aboutissent pas. Il faut trouver un autre moyen de contrer les ambitions nucléaires de Saddam Hussein. C'est alors que le Mossad entre en action. La Seine-sur-Mer, dans le Var. C'est dans cette société que sont entreposées les pièces maîtresses du réacteur de Saddam Hussein. Objectif du Mossad: détruire ce matériel nucléaire avant son départ pour l'Irak. Début 1979, un agent du Mossad loue un appartement dans cette résidence luxueuse. Elle est située à 2 km de l'objectif, distance idéale pour préparer l'opération sans se faire repérer. Après plusieurs mois d'observation, le plan est prêt. Le sabotage est prévu dans la nuit du 5 avril, 4 jours seulement avant l'expédition du matériel à Bagdad. Cet homme s'appelle Gad Shimron. À l'époque, c'est un agent opérationnel du Mossad. Il n'a pas participé directement à l'opération de la Seine-sur-Mer, mais il sait comment elle s'est déroulée. Dans la nuit du 5 au 6 avril 1979, l'opération est déclenchée. Pour pénétrer dans l'entreprise, les agents du Mossad doivent détourner l'attention des 3 gardiens qui surveillent le site. Le service secret utilise alors l'une de ses techniques habituelles. Il envoie sur les lieux une jolie femme. Au milieu de la nuit, ils ont monté une véritable scène de cinéma. Une très belle fille blonde manque d'être renversée par une voiture. Et elle commence à injurier le conducteur. Et du coup, tous les gardiens sont très occupés à regarder ce qui se passe dans la rue. Pendant que les gardiens observent la scène, un commando s'introduit dans le hangar numéro 3. Un bâtiment de 500 mètres carrés dans lequel est stocké le matériel irakien. Les artificiers placent leurs explosifs, munis de retardateurs. Ce sont 3 charges de plastique qui, en explosant cette nuit dans une des annexes des constructions navales et industrielles de la Méditerranée de la Seine,
ont détruit un lot très important d'éléments destinés à l'industrie nucléaire. Il y avait un bloc destiné à recevoir des piles atomiques et 2 réacteurs expérimentaux pour l'Irak. Pour ne pas être accusé, le Mossad doit maintenant brouiller les pistes. À 13h, coup de téléphone au journal Le Monde. Le sabotage est revendiqué par une organisation écologiste dont personne n'a jamais entendu parler. Je pense que d'une certaine manière, ça montre l'esprit créatif du Mossad. Ils ont imaginé cette revendication anonyme d'une organisation écologiste qui dit « Nous avons fait sauter le cœur du réacteur car nous sommes contre le nucléaire ». Et croyez-moi, en 79, c'était très vraisemblable. Au même moment, les écologistes manifestent dans le nord de la France. La crainte du nucléaire est dans l'air du temps. La revendication est crédible. À Bagdad, Saddam Hussein est furieux du sabotage de la Seine-sur-Mer. Il veut que la France reconstruise à neuf les pièces endommagées. Raymond Barre, le nouveau Premier ministre, se rend alors en Irak. Il assure aux Raïs que les dégâts sont réparables en quelques mois. Cruelle déconvenue au quartier général du Mossad, dont les chefs pensaient retarder le projet de 2 ans. Il faut passer à l'étape suivante. Après le matériel, les services secrets israéliens vont maintenant viser les hommes. Le professeur El Meshad, 47 ans, est l'un des hauts responsables du programme nucléaire irakien. Le savant atomiste est venu à Paris pour s'assurer que la France livrera bien à l'Irak de l'uranium enrichi, indispensable à la fabrication d'une bombe atomique. Le 14 juin 1980, la police le retrouve mort, assassiné, dans sa chambre de l'hôtel Méridien. 18 juin 1980. La presse annonce l'assassinat d'un savant atomiste égyptien. Les indices sont minces. Pas d'arme du crime, aucune empreinte, pas de traces d'effraction. Le même jour, à Jérusalem, alors que la presse française échafaude toutes sortes d'hypothèses, la radio publique israélienne est visiblement très bien informée. Elle donne même ce qui pourrait être le mobile du crime. La victime était l'un des rares Arabes faisant autorité dans le domaine de l'énergie nucléaire. Sa mort va retarder d'au moins 2 ans la mise au point d'un armement atomique par l'Irak. L'assassinat est lié au nucléaire, l'affaire est sensible. Elle est confiée à cet homme, Jean Baklouti. Grand spécialiste du contre-espionnage, il est numéro 2 de la direction de la surveillance du territoire. À l'époque, Jean Baklouti fait tout de suite le rapprochement entre le meurtre d'El Meshad et le sabotage de la Seine-sur-Mer, car il n'a jamais cru à la revendication écologiste. C'était bidon, hein. Ne nous faisons aucune illusion. L'explosion est due effectivement au service secret d'Israël. Ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ne serait-ce que par les explosifs utilisés d'ailleurs. Ces explosifs utilisés étaient des explosifs d'une certaine nature qu'on ne trouve pas ici. Là, on se rend compte que ça ne peut pas être du travail fait par des amateurs. Donc c'était signé, et c'était signé du Mossad. C'est signé du Mossad. Persuadé que le Mossad est également responsable de l'assassinat d'El Meshad, Jean Baklouti enquête dans l'hôtel. En interrogeant le personnel, il apprend que le savant n'était pas seul lorsqu'il a pris sa chambre au Méridien. L'établissement est fréquenté par de nombreuses call girls qui vendent leur charme aux hommes d'affaires de passage pour quelques milliers de francs. L'une d'entre elles accompagnait El Meshad, Marie-Claude Magal, 32 ans. Ce dont nous savons par le concierge de l'hôtel, c'est qu'elle est arrivée à l'hôtel avec Meshad, que c'est elle qui manifestement le guidait, que Meshad a retenu sa chambre à ce moment-là et pas avant. Donc, ce qui est assez inhabituel d'ailleurs pour des gens qui se déplacent comme ça, et que naturellement, elle a passé une partie de la nuit à l'hôtel avec lui. Jean Baklouti reconstitue très vite le scénario du meurtre. Les services secrets israéliens ont payé Marie-Claude Magal pour séduire El Meshad et le conduire au Méridien. Une fois le savant endormi, la call girl quitte l'hôtel, elle téléphone à son employeur et donne le numéro de la chambre, 90-41. Un tueur du Mossad passe alors à l'action. Il monte au 9e étage et se dirige vers la chambre de l'ingénieur. Le meurtre, particulièrement violent, fait plus penser à un crime crapuleux qu'à une opération de service secret. Mais quand les circonstances l'exigent, le Mossad n'hésite pas à utiliser des armes blanches. Ils ont voulu que ça se passe le plus discrètement possible. Donc le meilleur moyen de tuer quelqu'un dans un hôtel où il y a des va-et-vient, c'est de l'égorger. Dans les semaines qui suivent l'assassinat, Marie-Claude Magal est introuvable. Jean Baklouti enquête alors auprès des proches de la jeune femme et leur montre des photos de plusieurs agents du Mossad. Coup de chance, l'un d'entre eux a été vu en compagnie de la jeune femme. La DST identifie ainsi l'homme qui a recruté la call girl et assassiné El Meshad. Nous avons identifié physiquement le gars qui l'a fait. Nous savons quel est le gars et si vous le connaissiez, si vous le voyez, vous seriez convaincu qu'il est capable de faire ce genre de choses. Pourquoi ?
Physiquement, c'est une brute, c'est un bonhomme capable de tout faire et convaincu de toute façon qu'il faut défendre Israël à tout prix, il aurait été capable de tout faire par patriotisme. C'est un agent du Mossad, hein? Ah, c'est un agent du Mossad. Cet homme du Mossad, la DST le connaît sous le nom de Krif. C'est l'un des agents qui opère depuis l'ambassade d'Israël à Paris. Mais pour prouver que Krif est bien le coupable, Jean Baklouti doit interroger Marie-Claude Magal. Si la call girl confirme que l'agent du Mossad est bien son employeur, l'enquête sera bouclée. 3 semaines après l'assassinat, la police finit par retrouver la jeune femme, réfugiée chez ses parents à La Rochelle, et la convoque au Quai des Orfèvres. 12 juillet 1980, boulevard Saint-Germain, 2h30 du matin. Dans quelques heures, Marie-Claude Magal doit se rendre chez la police. Une dispute éclate entre la call girl et un homme qui sort de ce café. L'homme pousse violemment la jeune femme sur la chaussée. Une voiture passe. Le témoin clé du meurtre d'El Mechad trouve la mort dans ce qui ressemble à un banal accident de la circulation. À partir d'un moment où ils ont su qu'on était en train de remonter la filière, il fallait se débarrasser de la bonne femme. Hein. C'est le témoin gênant, ça, vous savez. Le témoin gênant, on s'en débarrasse comme on peut. Elle a été poussée sous une voiture boulevard Saint-Germain et elle a été tuée. Poussée par qui? Par un tiers qu'on n'a pas identifié. Hein. On a identifié le gars qui l'a écrasé, sur lequel on a eu beaucoup de soupçons, sans pouvoir l'établir, parce qu'on a pensé que c'était une opération montée, mais nous n'avons pas pu l'établir. Sans le témoignage de Marie-Claude Magal, la DST ne peut pas prouver l'implication du Mossad dans le meurtre d'El Mechad. Difficile alors pour les pouvoirs publics français d'engager une procédure judiciaire ou de protester officiellement auprès d'Israël. Jean-François Poncet est alors ministre des Affaires étrangères. Je ne crois pas me souvenir qu'on ait pu identifier les services israéliens. Il y avait une forte suspicion. Mais il y avait une suspicion, voilà. Et justement, quelle est à ce moment-là la position de la France? Est-ce que c'est de dire il faut tout faire pour empêcher que des actions telles que celle-ci se mènent sur notre sol? Ou est-ce qu'on laisse faire en se disant... On ne peut pas, sur une suspicion, bâtir une politique. Après l'assassinat d'El Mechad, les ingénieurs irakiens en visite au CEA craignent pour leur vie. Ils sont protégés en permanence par des policiers de leur pays qui se font passer pour des stagiaires en formation. Gérard Bontron était à l'époque le directeur du projet Osirak. Il a bien connu un autre savant travaillant pour l'Irak, Abdul Rassoul, qui est mort dans des circonstances troublantes. Après avoir partagé un repas avec Abdul Rassoul et une dizaine de collègues français, Gérard Bontron apprend que l'ingénieur irakien est tombé subitement malade. Il envoie son adjoint aux nouvelles. Mon adjoint, le docteur Graff, là, est allé le voir. Il m'a dit, quand il est revenu, il m'a dit, écoutez, je suis très impressionné. Il est gonflé. Il a une peau qui est devenue grise comme celle d'un éléphant. Il parle à peine. Et on m'a dit qu'on ne savait pas ce qu'il avait. Et il a été envoyé au Val-de-Grâce où il est décédé quelques jours après son admission, pour choc médicamenteux d'après les médecins du Val-de-Grâce. Et d'après les Irakiens? Les Irakiens, eux, ont tout de suite imaginé et affirmé qu'il s'agissait d'empoisonnement et qu'ils avaient analysé ses viscères au retour du corps, ce qui les avait confirmés dans cette opinion. Un second collègue irakien qui disparaît brutalement, Gérard Bontron et les ingénieurs français qui travaillent sur le projet sont sous le choc. Ils commencent à prendre peur. Sont-ils, eux aussi, dans la ligne de mire du Mossad? 7 août 1980, une rue de Saint-Germain-en-Laye en région parisienne. 1 mois et demi après l'assassinat d'El Mechad, une bombe explose devant un pavillon. Comme le prouve un coup de téléphone de revendication, la personne visée est Jean-Jacques Graff, l'un des responsables du projet Osirak. Mais les artificiers se sont trompés de cible. Le propriétaire du pavillon s'appelle bien Jean-Jacques Graff, mais il est libraire, sa femme esthéticienne, et ils ne connaissent rien à la fission nucléaire. L'erreur est grossière, mais le message est bien reçu. D'autant que la guerre psychologique ne s'arrête pas là. Après cette explosion, une 50aine de lettres de menaces est adressée aux ingénieurs français. Parmi les destinataires, Gérard Bontron, le directeur du projet. J'avais déjà reçu 2 lettres au moins à mon bureau de Serbag. J'avais reçu aussi une lettre personnelle de menace à mon domicile. La lettre reçue par les ingénieurs français est explicite. Nous apprenons que vous vous apprêtez à repartir pour l'Irak pour suivre les travaux de construction de la bombe atomique au service de l'infidèle sanguinaire Saddam Hussein. Si vous décidez de récidiver, nous ne répondons plus de votre vie, de celle des membres de votre famille et de vos biens. C'est une bonne méthode pour empêcher les ingénieurs français d'aller en Irak. Vous n'avez pas besoin de les tuer, vous envoyez juste une lettre. Finalement, c'est très humain. Les lettres sont signées du Comité de sauvegarde de la Révolution, un groupe islamiste inconnu.
Là encore, comme après le sabotage de la Seine-sur-Mer, il s'agit de brouiller les pistes en faisant croire, cette fois, à une action islamiste. Mais lorsqu'ils passent aux menaces téléphoniques, les agents du Mossad ont du mal à se faire passer pour des terroristes arabes. À 2 heures du matin, j'ai été réveillé par une personne qui, s'exprimant avec un évident accent arabe, a répété en gros les menaces qui étaient dans les courriers que j'avais reçus. Et je l'ai fait répéter pour essayer d'en tirer plus de renseignements, et l'accent arabe a disparu, puis il m'a dit « Oh, puis vous m'avez bien compris, terminé ». La ligne n'était pas sur écoute, impossible à l'époque de retracer l'appel. Pour les lettres de menace, en revanche, la DST trouve une piste. Les ingénieurs qui en sont les destinataires ont reçu le courrier juste avant de partir pour l'Irak, peu de temps après la réservation de leur billet d'avion. Nous nous sommes aperçus que c'était l'ordinateur d'Air France qui était piraté. On a retrouvé tous les listings, etc., avec les dates précises. Nous avons nos sources d'information aussi. Et nous avons su qu'effectivement, à partir de là, les lettres étaient rédigées à l'ambassade d'Israël. Vous saviez que le piratage venait de l'ambassade d'Israël, ouais. Où le Mossad est également installé. Oui, automatiquement. Hein. La campagne d'intimidation conçue à l'ambassade d'Israël provoque une vingtaine de défections parmi les ingénieurs français. Pas suffisant pour enrayer le projet aux Irak. Le Mossad va-t-il aller plus loin, mettre ses menaces à exécution en tuant des ingénieurs français? Cela n'a jamais été envisagé. Jamais. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas en guerre avec la France. Nous voulions être amis de la France. Début 1981, malgré 2 ans d'action du Mossad sur le sol français, le réacteur irakien est presque terminé. Les services secrets israéliens ont retardé le projet de Saddam Hussein, mais ils n'ont pas réussi à y mettre un terme. Ce n'était pas un échec. Ils ont tenté tout ce qu'ils pouvaient. Et quand ils ont constaté qu'ils n'avaient plus d'autres moyens ou d'autres idées pour retarder le projet irakien, ils en ont informé le Premier ministre. À ce moment-là, Menachem Begin nous a dit « Le Mossad a fait ce qu'il a pu, il faut maintenant employer d'autres moyens, une autre stratégie. » Une autre stratégie. Menachem Begin décide que c'est maintenant à l'armée israélienne de prendre la relève du Mossad. Le 7 juin 1981, il lance un raid aérien sur Osirak. Nous sommes à bord de l'un des 14 chasseurs bombardiers qui se dirigent vers le réacteur irakien, à 1000 km de Jérusalem. Le pilote informe ses supérieurs de sa progression. À 18h30, l'objectif est en vue. Les pilotes israéliens lâchent 16 tonnes de bombes sur Osirak. L'opération dure seulement 2 minutes. Un ingénieur français de 25 ans est tué lors de l'attaque. Le réacteur nucléaire fourni par la France à l'Irak ne sera jamais reconstruit. Je vais vous parler des Sayanim ce soir. Sayanim, 5e colonne au service d'Israël. Bon, les Sayanim, c'est une invention extraordinaire, parce que je vais d'abord les définir. Sayan au singulier, Sayanim au pluriel, c'est un mot hébreu qui veut dire celui qui aide. Donc ce sont des juifs qui vivent en dehors d'Israël, qui sont recrutés par le Mossad et qui donnent un coup de main au Mossad. Ils relèvent du Mossad. Le Mossad a un département qui s'appelle guerre de propagande, et ces Sayanim sont à peu près 50 000 dans le monde, 3 à 4 000 en France, 3 000 à Londres, 10 à 15 000 aux États-Unis, spécialement, enfin, regroupés à New York pour la finance et à Los Angeles pour les médias, la télévision, etc. Ils sont recrutés comment? C'est très facile. Il existe une franc-maçonnerie juive internationale, peut-être vous avez entendu parler, qui s'appelle le Bnei Brit, c'est-à-dire les enfants d'alliance, et qui regroupe 500 000 membres à travers le monde, réservés aux juifs. Évidemment, cette franc-maçonnerie, ceux qui en font partie, ce sont des gens de très haut niveau, ne serait-ce que par les contributions financières qui sont très élevées et qui vont pratiquement du cadre moyen supérieur à parlementaire, directeur de banque, etc. Enfin, vous pouvez imaginer
la catégorie des 500 000 qui font partie de cette organisation. Donc cette organisation est totalement dédiée à la défense d'Israël. Et quand le Mossad a besoin de quelqu'un, eh ben, il va au Bnei Brit, il consulte la liste et il lui demande « Est-ce que tu veux devenir Sayan ?» Et pour l'autre, c'est un honneur de le devenir. Donc, ils sont où ces Sayanim? Et c'est là où le point principal. Les Sayanim sont et travaillent, ils mènent leur vie normalement. Ils continuent à vivre normalement en France, par exemple, et ils sont dans toutes les couches de la société. C'est-à-dire, ils sont sur France 2, TF1, ils sont dans la mairie de Lyon, ils sont dans l'armée, ils sont dans la banque. C'est-à-dire, ce sont des Juifs qui occupent des postes intéressants, importants, et qui rendent service. Par exemple, ils informent le Mossad, s'ils sont dans une banque, ils informent le Mossad des mouvements des banques, par exemple, des mouvements de fonds, qui touchent des personnes susceptibles de les intéresser, par exemple des Arabes, du Golfe, ou des terroristes, ou enfin, toutes sortes de monde. Ou bien, par exemple, ils sont dans... tiens, à Air France, par exemple. Tout à l'heure, nous a dit qu'il y avait une liste noire. J'ai tout de suite pensé, tiens, vous savez, le CRIF, il ne peut pas tout faire. C'est-à-dire, le CRIF, il est puissant, il est écouté, il est entendu, mais il ne peut pas intervenir partout. Ce sont les Sayanim qui interviennent. Les gens ne savent pas qu'il y a des Sayanim, en fait. C'est ça le truc. C'est que on a l'impression que ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire, on dit, ah, Air France a établi une liste noire. Mais attendez, mais un Français normal, pourquoi il ferait une liste noire? Il ne ferait pas une liste noire. Quelqu'un qui est un directeur à Air France, un Français, il ne l'aurait pas fait spontanément. Parce que ce n'est pas dans la culture d'un Français de le faire, d'un employé de le faire. Par contre, un Juif, un Sayan, qui travaille à Air France, il peut le faire. Et là, par exemple, je vais vous raconter 2 anecdotes. Il y a quelqu'un qui a écrit sur les Sayanim. C'est un livre que je vous recommande, enfin vous pouvez le trouver en bibliothèque, qui s'appelle Gordon Thomas, et qui a écrit l'histoire secrète du Mossad. Les Sayanim occupent une place très très importante. C'est ça la force du Mossad. Et non seulement, on dit par exemple, et Victor Ostrovsky, qui est un agent du Mossad et qui s'est réfugié à Londres. Victor Ostrovsky raconte l'anecdote suivante. La France et l'Irak avaient signé un accord pour la construction d'une centrale nucléaire en Irak. Et il y a eu quelques dizaines d'Irakiens, de scientifiques, qui étaient venus à Saclay pour se perfectionner. Le Mossad, qui était au courant, il avait envie d'avoir leur dossier. Pour un service secret normal, il se creuse les ménages, il se dit comment je vais obtenir ces dossiers. Est-ce que je vais faire par effraction? Est-ce que je vais essayer d'acheter quelqu'un? En tout cas, ça va lui prendre pas mal de temps. Le Mossad, c'est très facile pour lui. Il a un Sayan à Saclay. Il appelle le Sayan, il lui dit j'ai besoin des dossiers. Il apporte les dossiers, il les photocopie, il remet les dossiers. Par exemple, il y a une université Paris 8 qui veut organiser un colloque sur la Palestine. Ben, tiens, comme par hasard, on a des Sayanim au conseil d'administration. Eh bien, les Sayanim font en sorte, on ne dit pas, le CRIF n'a pas besoin d'intervenir. Ce sont les Sayanim eux-mêmes qui prennent l'initiative de dire, oula, c'est une opération politique, on n'a pas à le faire, etc. Et c'est ça qui fait la force de ces Sayanim. Ça veut dire ils ne négligent aucune structure de la société. Même chez les francs-maçons, ils existent. Bon, pour ceux qui me connaissent, je sais pas, qui c'est qui me connaît sur Facebook, par exemple? Il n'y a pas beaucoup. J'ai remarqué que les Lyonnais ne se méfient beaucoup de Facebook, mais bon, mais ça, c'est une autre histoire. C'est dommage parce que c'est une source d'information très intéressante, enfin bon. Prenons par exemple vous avez entendu tous parler évidemment de Gilad Shalit. Bon. Imaginons le travail des Sayanim. Vous savez, moi j'observe beaucoup les médias judéo-sionistes. Je les écoute tous les jours, je les suis. Ce qui me permet d'avoir cette vision. En plus, bon, je connais un peu Israël. Je suis allé souvent. Je parle un peu l'hébreu. Je connais plus ou moins l'état d'esprit. Et donc, j'ai raconté l'histoire de Saclay. Et donc, quand Gilad Shalit, un caporal d'une armée d'occupation, a été enlevé par le Hamas, du jour au lendemain, je peux vous dire, enfin, moi j'ai assisté à cette campagne, du jour au lendemain, c'est très simple. Son nom a été matraqué par tous les médias, ce qui fait qu'une semaine après, je pense que personne, même au fin fond de l'Ardèche, personne n'ignorait qu'il y avait un Gilad Shalit, un prisonnier, imaginez, un prisonnier israélien aux mains du Hamas. Bon. Et son père, qui est un petit fonctionnaire, vous savez, c'est comme s'il vivait à Mâcon, l'équivalent en Israël, un patelin, c'est un petit fonctionnaire. En une semaine, il est devenu une personnalité internationale. C'est-à-dire, il a rencontré Sarkozy, Merkel, Obama, Bush, le secrétaire général de l'ONU, le pape,
Mais attendez, imaginez, même un général français, on n'aurait pas fait la même chose pour lui. Un général américain, on n'aurait pas fait ça pour lui. Imaginez un instant, un petit fonctionnaire israélien qui devient l'interlocuteur privilégié du gratin mondial. Voilà. Voilà la force des Sayanim. Ça veut dire, ces Sayanim qui occupent les places importantes au ministère des Affaires étrangères, dans les ministères, au Parlement, etc. Ils travaillent, eux. Voilà. Ils font en sorte que le père de Gilad Shalit soit reçu. On ne sait pas, personne, c'est pas le CRIF qui fait ça. C'est un travail en sous-main, c'est un travail clandestin, et c'est un travail qui se fait en douce. Voilà. Et la force de l'idéologie sioniste en France et dans les autres pays vient de là. Voilà. Par exemple, les Américains ont fait un film qui s'appelle Exodus en 1961. Je ne sais pas si vous l'avez vu, bon. Il est passé plusieurs fois à la télévision. Ben, vous savez, un film comme ça, juste un film, avec Paul Newman, un très bon film d'ailleurs, mais qui reprend, vous savez comment on appelle le storytelling, bon, c'est-à-dire comment on raconte une histoire, bon, le storytelling sioniste, c'est-à-dire les Juifs qui, plein d'idéal, sont arrivés dans une terre aride, sont dépeuplés, délaissés par ses habitants, et qui sont retroussés les manches, qui ont travaillé 15 heures par jour, dans un esprit, ils ont tendu la main à leurs frères palestiniens qui l'ont rejeté, qui ont mordu la main qui les a nourris, etc. Enfin bon, c'est un film, enfin moi je trouve fabuleux du point de vue de la propagande. Mais c'est un film qui a formaté une génération entière d'Européens, d'Américains, pour Israël, pour le sionisme. Les gens se demandent, mais comment ça se fait que les Français, enfin, pas les jeunes maintenant ça commence à changer, mais ceux qui ont plus de 30-40 ans, comment ça se fait qu'ils adhèrent au sionisme? Comment ça se fait qu'ils... Vous savez, vous demandez à un Français, enfin un citoyen normal, qui a plus de 40 ans, vous lui dites Israël, et tout de suite, il va vous... Enfin, j'ai fait l'expérience, à moins qu'il ne soit vraiment formé, etc. Il dit, ah, c'est un petit pays qui lutte pour sa survie, pays socialiste, parce qu'il y avait une idéologie socialiste dans les années 40 et 50. Mais tout ça s'est perpétué. On a mis un temps fou à perpétuer toute cette idéologie-là. Et ce que je voulais dire à propos de Gilad Shalit, c'est que dans la semaine qui a suivi l'enlèvement, il y a eu les forces d'occupation sionistes ont enlevé 45 personnalités du Hamas. Des personnalités, c'est-à-dire des ministres, des députés, des conseillers municipaux, des pères de famille, qui n'avaient rien à voir. Ça veut dire, on ne les a pas, tout à l'heure, on a parlé de détention administrative. C'est ça la détention administrative, c'est-à-dire, la police vient frapper à votre porte et vous détient. Voilà. Elle émet un avis de détention administrative pour 6 mois. Sans procès, sans avocat, sans visite, sans rien. Voilà, on détient. Est-ce que vous avez entendu parler un seul nom de ces 45? Personne. Par contre, Gilad Shalit, on nous a bassinés. Et alors on est allé aussi si loin. Au mois d'octobre de l'année dernière, j'ai écouté France Info et je tombe par hasard. Mais il faut... Non mais voilà, je vais vous dire une chose. Enfin moi je pars du principe, il faut connaître l'ennemi. Voilà. Donc moi j'essaie de connaître bien mon ennemi. Et il y a des Sayanim à France Info. Pourquoi? Parce que au mois d'octobre l'année dernière, France Info a dit, il y a un an, Gilad Shalit a été échangé. Notre correspondant en Israël, un reportage de notre correspondant en Israël sur Gilad Shalit un an après. Non, moi je me dis, mais c'est pas possible. Ils vont pas poursuivre cette opération. Par contre, alors, de deux choses l'une, ou le journaliste qui a fait le reportage, il est nul en journalisme, ça veut dire qu'il ne savait pas qu'il y avait 45 personnalités politiques du Hamas qui ont été élevées, comme l'Allemagne faisait en France. L'occupation nazie, c'était ça. Quand il y avait un acte de résistance, l'armée d'occupation nazie arrêtait 30 personnes. S'il y a eu un assassinat, elle tuait les 30 personnes. C'est ça, c'était ça, voilà. Ben, on a relevé un soldat, l'armée sioniste d'occupation enlève 45 personnalités, sans jugement, sans rien. Ben, le journaliste n'a pas jugé utile de faire une référence à ces 45. Je passe à un autre chapitre sur les Sayanim. Dieudonné. Entre parenthèses, Dieudonné a gagné son procès pour Perpignan. Hein, parce que la ville de Perpignan, vous pouvez applaudir. Le maire de Perpignan, le maire de Perpignan voulait faire interdire le spectacle de Dieudonné. Bon, la justice a donné raison à Dieudonné. Bon, comme d'autres villes, ça prouve quand même qu'il y a un état de droit et qu'il faut se battre. Voilà. Bon, tout n'est pas parfait, mais on peut se battre. Pour ceux qui...
ont oublié la genèse de cette histoire de Dieudonné. Je vais vous rafraîchir la mémoire. C'était en 2002 ou 2003. Il avait fait un sketch qui était tout simplement anti-sioniste. Voilà. C'est-à-dire, il s'est moqué d'un colon. Voilà. D'un colon sioniste. Et il y avait de quoi s'offusquer et contester. Après tout, un colon, c'est un colon. Voilà. Là où il est, c'est un colon. Là, il a touché quelque chose de très très important et de très sensible. Je veux dire, ça c'est comme on dit, disons vulgairement, pas touche. Ça, il a touché vraiment au sacré. Toucher au sionisme, c'est sacré en France. Donc, ils ont rigolé ce soir-là, parce qu'ils ne se sont pas rendus compte. Mais les Sayanim, c'était un vendredi soir ou un samedi soir. Mais les Sayanim, tout de suite, se sont mis à l'œuvre. Et c'est quoi? Le mercredi suivant, ils devaient faire un spectacle à Lyon. Il a été annulé. Qui l'a annulé? Ça veut dire tous les Sayanim qui sont aux manettes. Vous savez, ils sont très nombreux dans le monde du cinéma, dans le monde du spectacle. C'est pas la peine qu'ils dominent partout. Mais il suffit qu'il y ait quelques-uns qui actionnent les leviers, les bons leviers. Voilà. Et qui disent, j'annule le spectacle, quel que soit le prix à payer, c'est pas grave. Mais c'était une leçon, il fallait donner une leçon à Dieudonné et l'arrêter tout de suite pour dire le message suivant aux autres. Attention, on peut rire de tout, sauf de ça. Le sionisme, il n'est pas question. Voilà. On n'a pas poursuivi Dieudonné en justice pour dire ce sketch et ceci ou cela, et on va attendre le résultat du sketch, le résultat du jugement. Non. Tout de suite après, 3 jours après, et c'était en cascade. Ça veut dire que, vous savez, encore une fois, c'est pas le CRIF qui a fait ça. Le CRIF ne peut pas tout faire, mais ce sont les Sayanim. Voilà. C'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet en particulier, des Sayanim, et j'ai écrit un roman qui s'appelle Le Printemps des Sayanim, j'en parlerai tout après. C'est parce que c'est un domaine absolument inconnu. Avant que j'en parle, personne n'a jamais parlé des Sayanim. Le mot même était inconnu, le mot était peut-être tabou, je ne sais pas. En tout cas, on ne l'a jamais utilisé. Alors, il y a une suite à l'affaire Dieudonné, c'est-à-dire que les gens ne connaissent pas véritablement, enfin, dont les gens ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Et c'est là où comme observateur des médias, j'ai découvert un truc intéressant. L'UEJF, c'est-à-dire l'Union des étudiants juifs de France, et sa filiale SOS Racisme, vous savez bien que SOS Racisme a été créé par des sionistes, par des juifs sionistes. Bon, ça, si vous ne savez pas... Bon. Donc, et c'est le relais de l'UEJF. Enfin, vous savez que quand le président de l'UEJF démissionne, enfin, descend de sa présidence au bout de 2 ans, il devient ipso facto vice-président de SOS Racisme. Bon, et puis de toute façon, SOS Racisme n'a jamais critiqué l'occupation, ni la colonisation, enfin, etc. Et donc, les deux, main dans la main, ils ont créé ce qu'on appelle Rire contre le racisme. Peut-être que vous avez vu ça ça passe sur France 2, une fois par an, au mois d'octobre à peu près, je crois. Et c'est exactement la réponse. Moi, j'ai suivi, je sais, j'ai entendu l'interview du président de l'UEJF. C'était une réponse à Dieudonné. C'est-à-dire, nous, vous allez voir, nous, on va rire, mais sans parler de politique, d'occupation, toutes ces choses qui fâchent. Nous, on va rire contre le racisme. Voilà. Donc, on va inviter des beurs qui connaissent la règle du jeu, par exemple, enfin bon, les collabeurs, comme on les appelle. Donc, ils viennent, on leur dit, voilà, on loue le Zénith. Évidemment, ils ont des moyens. Vous savez, ces gens-là, ils frappent comment dire, de la Noé, ils donnent 50 000 euros, enfin 100 000 euros, l'Europe 100 000 euros, etc. Donc, c'est pas un problème. Donc, ils louent le Zénith. Ils vont voir les Sayanim de France 2, ils leur disent on veut passer en prime time. Mais évidemment, bien sûr, donc ils passent en prime time. Et donc les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière contre le racisme. C'est ça le problème. Les gens se disent ah tiens, il y a une émission gratuite, on va voir des rigolos qui vont nous faire rire contre le racisme. Et ils rigolent. Bon. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on rigole, mais sans... les gens qu'on invite, ils savent très bien qu'il y a des lignes rouges. Attention, hein? Sionisme, non, l'occupation, jamais. Donc, pas une... Ah, vous pouvez taper sur les blacks, etc. Bon, ça, les arabes, etc. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Mais, ils connaissent les règles du jeu. Elles sont tacites. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Et on va faire... Et voilà comment on poursuit cette... Comment dire, c'est presque une démobilisation des esprits concernant la question israélienne.
il y a d'autres... à un moment donné, vous avez entendu parler de la loi Guesso, Fabius Guesso. Entre parenthèses, j'ai participé à un documentaire qui s'appelle Même pas sur la mémoire, par la boîte de production Clap 36 avec Béatrice Pignette. Voilà, je sais pas si je vous invite à aller sur Clap 36. Le documentaire est visible, enfin sans problème. Donc, alors c'est quoi la loi Guesso? C'est que la première intifada a donné des sueurs froides aux sionistes. C'est que pour la première fois, ils passaient pour des occupants. Parce que vous êtes, enfin la plupart de vous, vous êtes jeunes, et vous n'avez pas connu la période de 1967-1980. C'était extraordinaire. Tout le monde disait, mais c'est pas une occupation, ça. Enfin, je veux dire, c'est quasiment des coopérants. Et c'est vrai que les Palestiniens des territoires étaient tellement tétanisés, avaient reçu un tel coup sur la tête, qu'ils étaient complètement, dans les vents. Je me souviens de cette époque, comme j'ai de la famille en Israël, ils me racontaient, ils allaient faire le marché à Ramallah, ils allaient dans les restaurants au bord de mer à Gaza, etc. Et ça leur paraissait absolument naturel. Ils n'allaient même pas avec une mitraillette, enfin, ils portaient peut-être une mitraillette, mais disons, ils allaient les mains dans les poches. C'était, et les journalistes, évidemment, les journalistes qui étaient payés pour aussi, hein, c'est pas les journalistes du Monde, de Libération, n'existaient pas encore, mais enfin, il allait, et du Figaro, etc. Moi, je me souviens de cette époque où on disait, c'est pas une occupation, c'est pas possible. Donc, dans l'esprit des gens, Israël était là, mais comme par hasard, voilà. Et les Sayanim ont fait en sorte, il faut jamais perdre de vue, voilà, qu'il y a des Sayanim sur France 2, TF1, iTélé, etc. Il faut pas qu'il y en ait beaucoup, c'est pas la peine qu'il y en ait beaucoup. Il suffit qu'il y ait 3, 2, 3, 4, bien, là où il faut, pour donner l'impulsion, voilà. C'est-à-dire, voilà, un comité de rédaction, on dit, on va parler, oui, c'est une occupation pas terrible, tu nous fais un papier là-dessus, oui, bien sûr, bon, voilà. Et puis on fait un papier, et puis les citoyens, ils voient, ils se disent, c'est vrai qu'Israël n'est pas un occupant comme l'Allemand, enfin, je veux dire, la comparaison est ahurissante. Et puis arrive l'intifada, et là, tout à coup, on voit, mais c'est pas possible. Les Israéliens commencent, il y a une vraie occupation, il y a une révolte, on brise les os, enfin je ne sais pas si des gens ont vu des vidéos, mais c'est insoutenable. Yitzhak Rabin, celui qui passait pour l'homme de paix, enfin si vous me posez une question, après je vous répondrai là-dessus, qui passait pour un homme de paix, et Shimon Peres qui était son ministre de la Défense, qui passe pour un homme de paix aussi, le monde marche sur la tête, et donc il a donné instruction aux soldats de briser les os au sens propre, hein, des jeunes, et si vous voyez des vidéos, c'est insoutenable. Les gamins de 10 ans, on prenait des grosses pierres, on leur brisait l'épaule, on leur brisait les tibias, enfin, c'est terrible. Et ça, c'est 3-4 ans. Et là, il y a eu un mouvement, enfin, c'était vraiment l'affolement, c'est-à-dire, et à ce moment-là, il fallait rétablir, il y avait des campagnes. Et en 1990, on a saisi l'occasion de redonner une espèce de virginité politique à l'État d'Israël. Par la loi Fabius Guesso, ça veut dire qui interdit toute remise en question de la Shoah. Pourquoi en 1990 ? Après tout, la Shoah, il avait déjà, enfin je sais pas, c'était fini depuis 45. 35 ans après, on s'est dit, tiens, comment il y a des gens qui critiquent, d'ailleurs aujourd'hui c'est pas tant, hein, on essaye d'implanter dans la tête des gens que l'antisionisme, finalement, c'est de l'antisémitisme quand même. Voilà. Donc, et donc à ce moment-là, on a établi cette loi qui fait que toute remise en question, toute discussion sur la Shoah, toute recherche historique sur la Shoah qui ne correspondrait pas à la doxa officielle, je veux dire la doctrine officielle, est punissable par la loi. Bon. Et là, il y a eu toute une, comment dire, oui, comme une industrie. Vous savez, Norman Finkelstein, je vous invite à le lire, qui parle de l'industrie de la Shoah, c'est extraordinaire. Donc, comment on va utiliser cette loi pour aussi briser toute contestation et redonner une légitimité à Israël? Et là, je voudrais vous dire, vous connaissez Jacques Lanzmann. Enfin, vous avez entendu parler peut-être. J'espère. Même si, c'est peut-être pas en bien, mais c'est pas grave. Enfin, en tout cas, Jacques Lanzmann, et vous connaissez la revue Les Temps modernes. Les Temps modernes a été fondée en 1946 ou 1947 par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui était, comment dire, l'avant-garde de tout ce qui se faisait en termes de progressisme politique, idéologique,
culturel. Les temps modernes, c'était la Bible des progressistes, des révolutionnaires dans les années 60 et 70. Il se trouve que les temps modernes, à la mort de Sartre et de Simone de Beauvoir, qui est devenu président? Jacques Lanzmann. Il a transformé les temps modernes. Moi, j'ai lu, c'est incroyable. C'est devenu un torchon sioniste. Enfin, un torchon culturellement supérieur, mais un torchon sioniste. Donc voilà un Sayan qui fait bien son boulot. Il ne faut pas oublier quand même que les temps modernes, il est lu peut-être par 5 à 10 000 personnes, d'un certain niveau, très élevé. Voilà comment un Sayan bien placé arrive à faire bien son boulot au service d'Israël. Ceci dit, Jacques Lanzmann a fait le film Shoah, dont le DVD est obligatoirement distribué aux collégiens. Voilà, il faut qu'ils se gavent de Shoah. Il faut que les collégiens comprennent que c'est terrible ce que les Israéliens ont vécu. Vous savez, ils ont souffert terriblement. Donc il faut avoir un peu de pitié. Hein. Donc il faut emmener des imams à Auschwitz. Il faut construire. On a obligé la Pologne à dépenser 20 millions de dollars pour rénover. Est-ce que la Pologne a suffisamment d'argent? Mais c'est ça, ou attention, les accords avec le FMI, etc. Et on construit des musées, alors que on ramasse des milliards, alors que la moitié des rescapés en Israël vivent en dessous du seuil de pauvreté. La moitié des rescapés n'ont pas de quoi s'acheter des médicaments. Et ça, on le dit en Israël, c'est pas un secret. Mais cet argent qu'on récolte, il le récolte pour la propagande. Et Jacques Lanzmann, par exemple, son film, il a fait un nouveau film, un documentaire. Si vous ne savez pas, c'est pas grave, mais enfin, je suis là pour vous le dire. Il a fait un documentaire sur le dernier des injustes. Et évidemment, le Festival de Cannes, il l'a programmé, même si hors compétition. Mais Jacques Lanzmann, on ne peut pas lui refuser le Festival de Cannes. Enfin, voilà. Voilà le travail. Pourquoi? Parce que peut-être le président s'appelle Gilles Jacob, enfin, qui n'est pas de ma famille, mais c'est dommage. Vous connaissez la blague, il y avait un Rothschild qui est mort, et il y avait beaucoup de juifs qui allaient derrière le cercueil. Il y avait un qui pleurait, puis quelqu'un lui demande, enfin, mais pourquoi tu pleures? Il était de ta famille, il dit, mais non, justement. Voilà, c'est pour ça qu'il pleurait. Bon, en tout cas. Et donc, son film, par contre, enfin, j'espère que vous avez entendu parler du film, mais vous n'avez pas Facebook, c'est terrible. Le film L'oligarchie et le sionisme. Mais créez une page Facebook, bon Dieu, moi j'ai 2 pages, j'ai énormément d'informations, de vidéos, et puis, je comprends pas, vraiment, des jeunes branchés comme ça, moi, voilà, bon. Et donc, L'oligarchie et le sionisme est un documentaire qui a été fait par Béatrice Pignel, dans lequel je participe avec Alain Soral, Thierry Messant, Gilad Atzmon, etc., où on essaye de montrer, bon, chacun à sa manière, chacun apporte sa contribution, sur les liens entre l'oligarchie mondiale et le sionisme. Comment le sionisme est une idéologie qui sert l'oligarchie, etc. Bon, d'accord. Donc, ceux qui vont sur Facebook, ils ont entendu parler parce qu'on a diffusé l'information, etc. Voilà le travail des Sayanim. Voilà, encore une fois, il est concret, c'est pas d'idéologie. Béatrice Pignel, qui est très connue, enfin, qui a un nom, elle a travaillé avec Daniel Schneiderman. Bon, elle a fait des très bons documentaires. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller sur Clap 36. La plupart de ces documentaires sont visibles gratuitement. Et donc, le film devait sortir le 22 mai. Il était programmé sur Allociné, il était programmé sur Libération, il était programmé sur Télérama, il était programmé sur l'Express. J'ai vu, voilà, le programme, etc. Et le 22 au matin, j'achète l'officiel des spectacles et il n'y est pas. Voilà. Ça veut dire que le film, on l'a interdit quasiment. Voilà. C'est-à-dire 2 ou 3 distributeurs. Vous savez, bon, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des juifs qui occupent des postes importants dans la distribution de cinéma. Bon, eh bien, ils ont fait en sorte que le film ne sorte pas. Voilà. C'est tout. Vous n'avez pas entendu parler de Richard Prasquier qui est allé voir l'Élysée ou le ministre de la Culture. Pas du tout, on n'a pas besoin. On a juste besoin d'actionner les Sayanim qui sont dans les manettes de la distribution du cinéma, et on leur dit, ce film, voilà. Et le film ne sort pas, voilà. Et évidemment, bon, on va essayer de le projeter dans des salles, peut-être il sera projeté ici, enfin bon, il y aura une projection privée, enfin je sais pas. Mais voilà le travail, et il y a des gens qui se demandent, d'ailleurs, quand je fais des conférences, souvent on me dit, mais enfin c'est pas possible. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se faire entendre, comment ça se fait que le sionisme est si puissant? Ben voilà la raison. Enfin, je veux dire, une des principales explications, elle réside là. Voilà. Vous savez que Bernard-Henri Lévy, que j'appelle dans mon livre MST, dans le printemps des Sayanim,
Je suis très heureux d'avoir trouvé cette formulation. Ça veut dire Michel Samuel Taïeb. Donc, il a été... Bon, d'abord, il est président du directoire de surveillance d'Arte. Donc, je ne sais pas à quel titre, mais il est là. Depuis des années, il dirige, vous savez, les chaînes ont un comité de surveillance. C'est-à-dire, qui disent est-ce que c'est moral de faire ceci, est-ce que c'est normal de faire cela, etc. Bon, voilà, une espèce de comité d'éthique. Et Bernard-Henri Lévy, il est président de la commission de FAMO. Il a été président, je ne sais pas si vous savez, du Conseil national du cinéma pendant des années. C'est-à-dire, c'est lui qui donnait les bourses. Enfin, qui donnait, par exemple, quand on avait besoin d'un film, quand on veut faire un film, on a besoin d'avance sur recette. Sinon, il n'y a aucun film qui se fait sans avance sur recette. Aucun. Mais vous savez, les producteurs, bon, lui, ça veut dire qu'il détenait le pouvoir de donner l'avance sur recette. Donc les producteurs étaient à ses pieds. Voilà le pouvoir. Voilà le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir clandestin, le pouvoir caché, le pouvoir d'influencer sans paraître. On n'a pas besoin de paraître. On est là, dans les coulisses, et on tire les ficelles. Moi, je me suis intéressé à quelques personnages qui sont pratiquement inconnus du grand public et qui font un travail extraordinaire qui sont probablement des Sayanim, mais qui font un travail extraordinaire pour le Mossad. Mais un type qui s'appelle François Zimré. Bon, je suis sûr que personne n'a entendu parler, mais enfin bon. Ou alors c'est exceptionnel. Bon. Pour ceux qui liront le roman, il est dépeint sous les traits de François Simagré. Bon, voilà. Donc, ce monsieur était député du Parti socialiste au Parlement européen. Il se démenait pour Israël. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Chaque mois, il voulait emmener des députés à Tel Aviv pour leur montrer la réalité israélienne, que les médias déformaient, etc. Enfin, il était d'une activité telle que même le Parti socialiste, en 2007, il n'a pas voulu le représenter. Imaginez, le Parti socialiste se dit « Non, celui-là, c'est trop quand même. » Le Parti socialiste, il ne l'a pas représenté. Mais ne vous en faites pas, Sarkozy l'a nommé ambassadeur de France pour les droits de l'homme. Voilà. Donc depuis 4 ans, il est ambassadeur de France. Imaginez le travail d'un type comme ça. Imaginez seulement le travail d'un type, le travail de sape, le travail de propagande qu'il fait en allant au Maroc, en Tunisie, etc., dans tous les pays, ambassadeur pour les droits de l'homme, alors que c'est un agent du Mossad, c'est un Sayan. Voilà. C'est ça, le travail des Sayanim. Bon, je ne sais pas si... moi, je pense que je vais terminer parce que j'aime bien le débat. Donc, je voudrais dire juste une chose, enfin deux choses, pour terminer. Pourquoi j'ai intitulé la conférence « Les Sayanim, une 5e colonne au service d'Israël » Parce que, pour moi, les Sayanim sont des juifs français, enfin, pas tous les juifs, hein, les Sayanim, ceux qui acceptent de travailler pour le Mossad, les Français, les Anglais, les Américains, ils ont le cœur là-bas en Israël. Ils n'ont pas le cœur en France ni aux États-Unis. Ce sont, en cas de guerre, en cas de tension, ils choisiront plutôt Israël. Je sais comment ils fonctionnent. Et donc c'est une 5e colonne, c'est-à-dire une 5e colonne, vous savez ce que c'est. Hein. Donc voilà, ça veut dire que ce sont des agents étrangers qui travaillent pour leur pays d'origine. Voilà. Donc il ne faut pas se leurrer. Bon. J'ai écrit Le Printemps des Sayanim pour des raisons, vous savez, moi avant j'étais un romancier normal, entre guillemets, c'est-à-dire j'écrivais sur l'amour, les femmes, enfin, etc. Moi. Mes romans étaient surtout sur la société marocaine. Voilà. Donc j'en ai écrit 5, bon. Et puis un jour je me suis dit, non, j'ai des idées, j'ai vu des choses, et il faut que je milite. Ma contribution au militantisme palestinien et antisioniste, c'est de faire cet ouvrage sur les Sayanim. Parce que j'estime que c'est un sujet totalement inconnu, et donc j'ai écrit Le Printemps des Sayanim avec mon expérience. Bon. Et tout ce que je raconte est vrai, enfin, c'est-à-dire, tous les faits qui sont là ont existé. Ou alors sont très proches de la réalité. Je l'ai fait sous forme de roman. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de réunir des preuves sur quelqu'un. Par exemple, dire que BHL est un Sayan, bon, enfin, je veux dire, tout le monde le sait, mais moi, je voulais le mettre en scène des personnages, pour montrer, par exemple, la soumission de SOS Racisme vis-à-vis de l'UEJF, par exemple, l'Union des Jeunes de France. Par exemple, comment, mais là, j'ai pas le temps de développer, mais par exemple, comment des Sayanim, des francs-maçons, au sein du Grand Orient de France, ont créé une loge judéo-sioniste, en violation des statuts du Grand Orient. Voilà. Donc je l'ai fait sous forme de roman, parce que je pense que le roman se lit mieux, se lit plus facilement, on rentre
dans l'atmosphère, on rentre dans la vie des gens, dans la conception des gens. Et voilà, je vous remercie de votre attention et je veux bien répondre à toutes les... sans aucune exclusive, je répondrai à toutes les questions que vous souhaitez.